T'as pas besoin d'avoir une base de données pour sortir ta première application. Et c'est ça qui est pas mal, parce qu'avec les technologies web que l'on a aujourd'hui, même les technologies d'ordre global, on a la possibilité de stocker les informations en local. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, dans le cadre de cette petite application que je vais te présenter dans un instant, et puis dans le cadre de l'utilisation de Flutterflow. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bien souvent, quand on imagine sa première application, on se dit tiens, je vais connecter ça à un petit Firebase ou une base de données, peu importe X ou Y, et puis, ou alors encore, je vais tout simplement créer une API sur laquelle je vais renvoyer les données, et puis cette API-là va aller stocker les données en base de données, et puis je vais avoir oublié peut-être la partie sécurité de l'API, et tu te retrouves avec une application qui initialement a été codée en une semaine, bah, tu te retrouves peut-être à 1 mois et demi de développement parce que tu as ajouté une couche de complexité qui vient en fin de compte t'épuiser, et peut-être que tu ne sortiras d'ailleurs jamais cette application-là. Puis l'autre problème, c'est que l'objectif, ça reste quand même de tester ton idée de base. L'objectif, c'est de voir s'il y a des personnes qui seraient capables d'acheter ton application, de la télécharger, de l'acheter, de s'abonner, de pouvoir peut-être consommer le service que tu vas proposer derrière. Et bah, si tu testes pas ça rapidement, tu peux pas savoir si tu vas avoir des clients. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de te montrer que tu peux créer une première version d'application de façon très simple. L'objectif, c'est de se dire nos bases de données. Je ne veux pas mettre de base de données, donc comment est-ce que je vais faire? Et dans Flutterflow, alors ici, tu vois, j'ai une petite application qui est toute bête. Je vais te la présenter, tu vas voir que finalement, c'est une idée qui est vraiment toute basique, mais qui peut te permettre d'illustrer qui va me permettre d'illustrer ce que je te propose de découvrir aujourd'hui. Moi, j'ai plusieurs side business, et notamment là, je suis en train d'en créer un, de pousser un side business. D'ailleurs, je te montre les différentes étapes de ce side business, comment est-ce que je le mets en place. Je te montre aussi les statistiques directement sur le canal Telegram, tu auras un lien juste en dessous, où tu vois, on a quand même dépassé juste en fin de semaine dernière plus de 10 000 vues en l'espace de 48 heures, alors qu'il y a quelques 48 heures plus tôt, on était à peine 3 000 ou 4 000, tu vois. Donc on est en train de pousser ce side business-là. L'objectif, c'est de, bien évidemment, rentabiliser ce side business, et en même temps, de le rentabiliser, de trouver ou tout du moins d'analyser certains workflows de façon à les optimiser, de façon à améliorer justement le système pour avoir peut-être un contenu de meilleure qualité, pour avoir une production de contenu aussi peut-être bien meilleure. Et ça passe par ce petit outil qui est tout bête initialement, c'est-à-dire que ce que je voulais, c'était proposer de la qualité en termes de contenu, c'est-à-dire des contenus qui n'y a pas de faute dedans, et puis potentiellement qui soit un petit peu agrémenté d'emojis que voilà, moi personnellement j'aurais pas forcément pensé à mettre. Donc j'utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir corriger le contenu, notamment avec cette fonctionnalité là, et puis juste à côté j'utilise encore une fois l'intelligence artificielle pour venir agrémenter mon contenu de petits emojis, notamment ma dernière vidéo qui t'explique comment intégrer l'intelligence artificielle avec Flutterflow dans une application. Tu vois, j'ai utilisé concrètement cette application, je l'ai corrigé dans une première version, et dans une seconde version, j'ai ajouté des petits emojis, et boum, ça y est, mon titre, il est créé pour sortir la vidéo. Donc tu vois, tu peux l'utiliser dans plein de cas. Moi, l'objectif, c'est de l'utiliser principalement sur X, mais tu peux l'utiliser dans plein d'autres cas. Donc dans cette première version, je me suis dit, je ne veux pas de base de données, d'accord? On va tout faire sans base de données, parce qu'en fait, il y a un choix qui est très simple, c'est que j'ai pas envie de m'embêter à avoir de la gestion de sécurité derrière, à avoir de la gestion d'utilisateurs, à avoir de la gestion X ou Y autour de cette application-là. Ce que je veux, c'est dans un premier temps la faire full sans base de données. Et puis, si l'idée fonctionne, s'il y a des gens qui sont prêts à acheter ce type d'application, eh bien, par la suite, alors, dans l'état actuel, je ne la vendrai pas parce que juste un correcteur d'orthographe, tu en as plein, ils sont intégrés, tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai d'autres idées qui vont venir s'ajouter dessus, où l'intelligence artificielle va aider à produire plus de contenu. Là, dans ces cas-là, ça commencera à être vendable. Mais ça veut dire que d'un côté, je développe un outil à mon service qui va me permettre de développer plus rapidement un side business. Donc d'un sens, cet outil-là, c'est pas un outil que je proposerai à n'importe qui, mais ça va me permettre d'améliorer, d'accroître ma productivité. Et de l'autre côté, quand ce service-là sera un peu plus avancé, je pourrai capitaliser justement sur le travail que j'ai effectué pour pouvoir le vendre derrière. Donc c'est comme ça un petit peu que je vois en fin de compte les choses. Et à partir du moment que un
comment dire, une application répond à ton propre besoin, il y a de fortes chances que ça puisse répondre aux besoins de d'autres personnes par la suite. Donc comment est-ce que j'ai fait en fin de compte pour pouvoir corriger du contenu et puis stocker ces informations-là? C'est-à-dire que si je ferme l'application et que je la réouvre, ces différentes données que tu vois ici sont toujours disponibles. Et bien en fait, j'utilise le local storage. Le local storage, c'est une technologie qui existe depuis très très longtemps, donc tu vois, on n'invente strictement rien du tout, qui va te permettre de stocker les données en local. Et ça marche aussi bien pour une application mobile, une application de bureau, ou encore si tu veux créer un SaaS. Et forcément, il y a des contraintes, il y a des limites, c'est-à-dire que si tu changes de navigateur avec ton SaaS, bah, tu vas perdre les données, tu n'auras pas de synchronisation entre les données. C'est à ce moment-là que justement la base de données devient intéressante. Mais pour une version 1, pour tester ton idée, pour pouvoir tester les fonctionnalités, t'apercevoir qu'au final, comment c'est codé, c'est pas forcément très intuitif, donc du coup il faut remodeler tout ça, c'est très très bien pour commencer. Donc comment est-ce que j'ai fait? Justement, j'ai une liste, tu vois ici, cette liste de contenu, c'est la liste que tu vois ici, c'est les différents contenus qui se trouvent ici, et à cet endroit-là, bah, j'ai la liste des contenus que j'ai corrigés et qui sont stockés à cet endroit-ci. Donc comment est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé dans cette partie-ci, voilà, dans App Value, d'accord, donc c'est Tab plus 6 avec les raccourcis, tu vas dans App State, et dans App State, tu as la possibilité de créer de nouvelles variables, on peut appeler ça des variables d'environnement global à l'application, mais qui vont être stockées en local. À partir de là, moi, ce que j'ai fait, pour te donner l'exemple justement de cette liste-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une variable qui s'appelle content. Donc, dedans, c'est tout simplement des listes de contenu, des listes de données qui vont être créées. Notamment ici, tu vois que c'est une liste de données de type contenu. Et elle va être persistante. Donc, quand tu cliques ici, en fin de compte, tu as la possibilité de créer une liste ou pas, ça peut être simplement une variable. Là, tu as un autre exemple qui est donc OpenIA Key, et notamment qui est une chaîne de caractères. Donc ce n'est pas une liste, donc tu as la possibilité aussi de ne pas avoir de liste, d'accord? Donc tu peux créer, donc tu mets le nom de ta variable, donc là ça aurait été content. Ici, tu décides que ce soit une liste, et tu persistes ou pas cette liste. Le fait de cliquer ici, ça te permet soit de conserver les données pendant la durée de vie de l'application, et si tu cliques ici, eh bien ça va créer aussi simplement que ça, hein, dans le cadre d'une application de bureau par exemple, ça va créer un fichier sur ta machine et ça va aller stocker ces informations-là dans ce fichier-là. Tu vois, c'est quand même vachement bien fichu, notamment avec Flutterflow. Et après, bah, tu peux choisir le type, notamment ça peut être des chiffres, ça peut être des doubles, ça peut être des chaînes de caractères. Moi, j'ai fait un choix de prendre un data type. Donc un data type, c'est tout simplement un format, on va dire un format JSON, où dedans tu as plusieurs entrées et tu choisis de initialiser ces entrées-là. Donc voilà, tu peux créer ça. Une fois que tu as fait ça, bah, tu cliques sur Create. Ici, je vais te montrer très concrètement. Alors, on ne le voit plus très bien maintenant parce qu'on ne peut pas tout modifier, mais notamment ici, j'ai mon nom, je sais persister, et puis pour le coup, je vais l'utiliser après dans mon application. Je vais te montrer ça dans un instant. Pour te montrer le data type, comme ça du coup, on fait une pierre deux coups. Le data type, ça se trouve ici, donc c'est dans data type. Ici, j'ai créé un data type de type contenu avec une entry et une date. C'est tout ce que j'ai mis, c'est-à-dire une chaîne de caractères. La chaîne de caractères, c'est ce que tu vois ici, d'accord? Et la date, bah, c'est tout simplement la partie que tu vas voir à cet endroit-là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai donc le type de données, j'ai la structure de ma donnée, et j'ai la possibilité d'aller stocker dans un fichier une liste de cette structure de données. C'est ce qu'on a fait notamment avec cette liste de structures de données content. À partir de là, bah, je retourne dans mon design, et quand je suis dans mon design, je vais aller créer, là ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une liste view. Donc liste view, je te fais pas hein, l'interface de Flutterflow, je te laisserai la découvrir par toi-même, j'ai déjà même fait des vidéos sur la chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Et notamment dans cette liste view, ce que j'ai choisi de faire, alors hop, on va mieux le voir ici, j'ai un petit children dynamique, enfin un élément dynamique ici. En fin de compte, tu le retrouves à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, tu vas dire, bah voilà, je vais avoir une liste de contenu, et cette liste de contenu, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre à un app state, donc ici tu vas rechercher app state, et app state, tu vas chercher ta liste de contenu qui se trouve juste là. Donc là, on va rester comme ça, c'est très bien, et on va faire donc suivant. À partir de ce moment-là, ça va me créer en fait des éléments en fonction du nombre d'éléments que j'ai dedans, d'accord? Et je vais les setter dans un petit composant que j'ai créé juste en dessous. Je ne te fais pas le détail du composant, mais dans ce composant-là, en fait, ce que je fais, c'est que je récupère mon content
item, donc c'est l'itération, c'est un élément de mon contenu, c'est un data, une structure de données de mon contenu, et j'ai choisi d'aller chercher l'entry, d'accord, donc la valeur entry que je t'ai montré tout à l'heure. Et j'ai fait exactement la même chose avec la date, j'ai choisi d'aller chercher la date, et en même temps j'en profite pour la formater de façon à avoir par exemple 5 heures ago, enfin il y a 5 heures, il y a X heures, etc., etc. Donc comme ça te permet de pouvoir récupérer ta donnée. Comment est-ce que je vais setter cette donnée-là? Comment est-ce que je vais ajouter en fait des informations dans cette liste-là? Eh bien, je le fais ici, donc j'ai une petite action. Dans cette petite action, j'ai un certain nombre de workflows. Si ça ne te parle pas trop, notamment sur le workflow-là, j'en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo précédente. Donc encore une fois, je te laisserai tes grands, tu peux aller chercher la vidéo. Et à cet endroit-ci, je vais aller chercher un update app state. Encore une fois, hein, je te le rappelle, l'idée, ça doit être de initialiser les app values, d'accord? Et les app values, c'est les app states, d'accord? Et dans les app states, on va aller chercher les contents. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est avec cette action-là, d'aller chercher, quand j'ai fini de corriger mon contenu, d'aller chercher update app state. Donc ici, concrètement, c'est toujours pareil, hein, tu fais update app state, tu vas le rechercher et puis tu le retrouves ici. Update app state, à cet endroit-là, je cherchais ma liste de contenu que j'ai créée. Donc tu fais ajouter field et puis là tu vois qu'on a la liste de contenu qui est déjà utilisée. Et dans cette liste de contenu, je vais créer un nouveau contenu, d'accord? Et enfin je fais un add to list, donc j'ajoute dans la liste, mais tu as plein d'autres options, hein. Tu peux supprimer d'une liste et encore plein d'autres choses. Et puis ici, je vais ajouter mon entry et je vais ajouter le current time, notamment qui est une constante current time qui existe dans Flutterflow, qui est proposée par Flutterflow. À partir de là, une fois que tu as fait tout ça, tu enregistres et ça va aller ajouter dans ta liste cette information-là. Et ça se fait en temps réel, hein, c'est-à-dire que concrètement, une fois que c'est ajouté dans la liste, ta liste elle va se rafraîchir et ça va s'afficher directement ici. J'ai un petit bouton supprimer, par exemple, tu vois ici, je voudrais supprimer ce message-là, eh bien, je clique dessus et je peux cliquer sur confirmer pour supprimer le contenu et ça le supprime de la liste, mais ça va le supprimer aussi dans le fichier. Donc comme ça, tu vois, ma base de données en local est mise à jour. Ça, comment je l'ai fait, je te montre vite fait, mais c'est à peu près le même système. Donc j'ai mon petit contenu, d'accord, c'est toute cette zone-là que tu vois ici, avec notamment le petit bouton de suppression qui se trouve juste ici. Et si je clique dessus, tu vois que j'ai une action. Cette action-là, elle exécute une callback. Donc concrètement, elle ne fait, à proprement parler, elle ne fait absolument rien. Cette callback ne fait appeler qu'une autre fonction. Et cette fonction, elle est dans l'apparente. C'est-à-dire que quand je vais ici, là ici, tu vois, j'ai ma callback. Et cette callback-là, c'est encore une fois un flow avec un dialogue qui me dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer le contenu? Oui, non. Si c'est oui, dans ces cas-là, je passe dans cet état-là. Et à cet endroit-ci, à nouveau, je vais encore une fois update le app state. Et là, par contre, je ne vais pas ajouter une nouvelle entrée comme je l'ai fait tout à l'heure. Tu vois, tout à l'heure, j'ai fait, c'était add to list, d'accord? Là, je vais faire remove from list en fonction de l'index dans lequel je suis actuellement. Et là, je vais aller chercher l'index de mon élément, c'est-à-dire que c'est le content item de ma liste, parce que je suis dans une liste, et je vais supprimer l'index courant. Et c'est comme ça que tu peux très simplement créer un système de base de données sans avoir besoin de base de données, d'accord? Donc en local storage. Et ça marche très bien, hein. Ça marche sur application mobile, c'est une application mobile, ça marchera. Ça marchera sur une application de bureau et ça marchera aussi dans un navigateur parce que le navigateur, tu as justement du local storage. Tu as les cookies, tu as le local storage, tu as le web, comment dire, du web base de données, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, tu as l'équivalent aussi pour une petite base de données embarquée dans le navigateur. Il y a des limites en termes de quantité, tu ne peux pas stocker tout et n'importe quoi, mais tu peux vraiment faire des choses très intéressantes. Et tu vois, dans l'état actuel, mon application, elle est autonome. Si je veux la donner à quelqu'un d'autre, je lui donne l'exécutable et il peut l'utiliser sur sa machine avec ses données. Donc dans l'état actuel, l'application, elle est vendable. Je peux la vendre. Si demain je veux la vendre, je la vends, tu vois. Pour ça, je ne vais pas m'embêter avec la gestion de base de données, la gestion d'utilisateurs. Je mets juste une page Stripe en place et puis boum, terminé. Fin de chantier, le gars il télécharge son application et puis il fait ce qu'il veut avec, tu vois. Donc tu peux vraiment faire quelque chose de sympathique sans avoir besoin de base de données. Éventuellement, dis-moi dans les commentaires si tu as des idées d'applications comme ça qu'on pourrait évoquer et qui n'auraient
probablement pas besoin de base de données. Ou tu te dis, tiens, là, je suis sûr que j'ai besoin de base de données, est-ce qu'on peut pas faire différemment? Puis on pourra toujours en discuter. Allez, j'espère que cette petite astuce t'aura permis d'y voir plus clair. Je te dis à plus tard. Ciao, bye.